à tous, bienvenue pour ce webinaire Tout savoir sur le contrat IFC. Nous avons comme présentateurs et orateurs du jour Philippe Merlet et Ibrahim Labassi. Je vous propose, en attendant que d'autres personnes se joignent à nous, de vous partager directement une petite vidéo un petit peu synthétique pour mettre en lumière ce contrat. On vous revient très rapidement pour la suite de la présentation avec les détails. Profitez bien de la vidéo. Un salarié part à la retraite. 2 entreprises. 2 façons de gérer l'indemnité de fin de carrière. Jean a anticipé. Il a souscrit un contrat IFC. Aujourd'hui, il verse librement selon ses besoins. Sa trésorerie est lissée. Chaque versement est déduit de l'impôt sur les sociétés. Et les produits financiers non soumis à l'IS viennent alléger ses engagements. Marc, lui, n'a rien prévu. Il doit verser une indemnité importante et il n'a pas les liquidités. C'est un vrai coup dur. Le contrat IFC, ce n'est pas simplement une couverture. C'est un véritable outil de pilotage financier. Notre solution Gallia IFC transforme une obligation légale en levier stratégique pour votre entreprise. Ne subissez plus les départs en retraite. Prenez les devants, sécurisez votre avenir. Pensez à faire le point avec votre conseiller pour évaluer vos engagements à venir, affiner vos prochains versements, adapter votre stratégie à votre situation actuelle. Optimisez aujourd'hui, sécurisez demain. Gallia IFC, votre accélérateur fiscal et financier. Très bien. On va pouvoir démarrer. Donc, je me permets de partager directement le support pour vous présenter. Excusez-moi. Donc, aujourd'hui, nous allons profiter de ce webinaire pour aborder les différents sujets autour des IFC, avec le constat des IFC en France, avec quelques chiffres clés, le fonctionnement du contrat, le zoom sur notre gestion financière et bien évidemment la souscription 100% digitale effective depuis début du mois d'octobre. Voilà, donc on va préciser que bien sûr on fait ce webinaire puisque on a mis en place cette souscription digitale. C'est l'occasion de se parler de ce sujet quelque peu délaissé et on le déplore et sur lequel donc on va vous présenter tout ça. Alors Julie qui s'occupe du marketing, je le précise parce qu'elle nous a pas, elle vous présentera aussi après tout ce qui est documentation et accompagnement. On va avoir un spécialiste qui va intervenir sur la partie digitale pour vous expliquer la souscription là-dessus en ligne. Et puis, alors moi, sur la partie, on va dire un peu plus commerce, c'est de voir un petit peu où on est ce marché, quels sont les grands éléments. Et puis voilà, bien évidemment, n'hésitez pas, hein, toutes les questions sont les bienvenues pour pouvoir vous accompagner sur ce sujet, pour essayer de laisser le moins possible de trous dans la raquette par rapport à ce sujet. Oui, on va pouvoir les traiter. Donc, n'hésitez pas tout au long du webinaire à poser vos questions. On les traitera à la fin pour pouvoir aborder les différents sujets. Donc, je laisse la parole à Philippe pour les premières slides. N'hésite pas, Philippe, à me dire pour les passer assez rapidement. Non, on peut avancer. Juste voilà, pour vous faire un point là-dessus, globalement, on va rappeler, nous, on est toujours parti de ce principe qu'on a une obligation légale que vous, partenaires courtiers, vous savez utiliser dans beaucoup de métiers. Et on doit en faire une opportunité commerciale parce qu'aujourd'hui, on va le voir un petit peu plus loin, on constate que peut-être qu'on ne l'utilise pas assez. Alors, bien sûr, aussi pour des raisons objectives par rapport aux clients, mais on a quand même des possibilités aujourd'hui pour aller un petit peu plus loin sur ce marché et pour le redévelopper. Je pense que la première des choses, bien évidemment, c'est comme souvent, c'est de l'évoquer, d'en parler auprès de vos clients et apporteurs. Sur ce point. Donc, je te laisse avancer peut-être. Tu me dis si tu veux qu'on s'attarde un petit peu plus sur certains éléments.
Là, ça ne bouge pas. Hein. Ah, vous ne voyez pas? Oui. Ah, ok. Vous voyez quel écran au juste? Enfin, tu vois. On était resté à la première slide. Ah oui, d'accord. Ok. Là, vous voyez les chiffres clés ou pas? Moi, oui, c'est un peu petit. Je ne sais pas si on peut. Ouais. Alors, il y a peut-être un problème de partage. Parce que quand je fais le partage, est-ce que je vais essayer de bouger les slides? Dis-moi si ça avance, Philippe. Là, il ne se passe rien. Ok. Bon. Écoutez, on va faire ça. Bon. Voilà. Ok. Là, ça bouge. Voilà. Alors, juste, je vais repartir de ce constat. C'est peut-être le plus simple, hein, puisqu'on est là-dessus et on est dessus. Ça a l'air de diffuser là-dessus. Les contrats IFC en France, ce qui est surtout important à retenir, c'est que c'est une obligation légale. Toute entreprise, on va y venir, doit verser une indemnité de fin de carrière au départ de son salarié. Par contre, ce qu'on constate, c'est que seuls 23% d'entre elles anticipent ce choix. Et donc, on a mis à peu près un quart, hein, mais je crois que le chiffre est plutôt même en dessous, pour accompagner les entreprises là-dessus. C'est un marché qui est en mutation, puisque comme vous le savez, pendant longtemps, il y avait la question de l'indemnité de licenciement des IFC, des IFCIL, et sur lequel qui a été modifié, puisque la CPR a rattrapé un grand nombre d'assureurs pour leur rappeler cette possibilité. Mais ça n'explique pas, je dirais, cette baisse de marché qu'on constate, puisqu'on a constaté une baisse assez importante, hein, de 56%. Quasiment en un an. Alors, ce qui est sûrement dû avant tout au fait que ce marché est historiquement alimenté par des très grandes primes de grands groupes, ce qui fausse un peu la valeur globale du marché, hein, puisque quand un groupe du CAC va provisionner 100, 150 millions, 200 millions, s'il ne le fait pas l'année suivante, immédiatement, ça crée un creux là-dessus sur le marché. Mais aujourd'hui, on voit surtout un marché sur lequel on est tous autant qu'on est, assez peu présent. On en parle peut-être assez peu. On s'est mis un frein avec l'IL pour dire attention, l'indemnité de licenciement, il n'y en a plus. Mais la réalité, nous, quand on constate nos stades de prestation, c'est qu'on utilise assez peu ce dispositif au final. C'est-à-dire que souvent, les entreprises payaient une contribution de 9%. Ça les rassurait d'avoir ce cas de sortie supplémentaire, mais ce n'était pas forcément quelque chose d'important. Donc aujourd'hui, on est véritablement sur un marché qui reste en friche, sur lequel il y a des dispositions. On va parler un petit peu là justement des obligations des entreprises. Par contre, c'est un marché aussi qui peut être extrêmement concurrentiel quand on ne le prend pas à bras le corps, et ça, je vais y venir un petit peu plus loin. Là-dessus, c'est ce qu'on vous met. On est sur une obligation légale. Hein. Chaque départ en retraite doit être accompagné, si on a l'ancienneté requise, d'une indemnité de fin de carrière. On a des obligations qui sont soit au titre de l'accord interprofessionnel, soit au titre d'une convention collective, éventuellement même d'un accord qui est lié purement à une entreprise. Ça peut créer des passifs qui ne sont pas neutres, puisque ça va dépendre bien sûr de l'ancienneté, des salaires de référence, des modalités de départ. Alors, on est maintenant beaucoup plus sur des départs à l'initiative du salarié, hein, beaucoup moins la loi ayant changé au niveau de l'employeur, du statut, bien sûr, et puis de différentes conditions qui sont dans l'entreprise, parce que par exemple, certaines entreprises, hein, c'est quelque chose par exemple qui existe dans le groupe Groupama, donc on peut en parler, peut avoir un accord en disant, tiens, si vous me prévenez 18 mois ou 24 mois avant sur votre date de départ, je vous donne un petit bonus sur votre indemnité de fin de carrière. Il y a pas mal de choses qui peuvent être faites dans cet accompagnement. Et ce qu'on constate, c'est que cet engagement, malgré tout, c'est un passif social. Une petite seconde là-dessus, un passif social pour l'entreprise. Donc, ce qui veut dire que elle va devoir le reporter, puis à un moment, surtout, elle va devoir le payer. Donc, ça, c'est extrêmement important. Donc, l'entreprise qu'on constate historiquement, pendant longtemps, elle avait tendance à le payer au fil de l'eau.
sur une gestion qu'on appelle interne, c'est-à-dire elle prend sur sa trésorerie. Et ça peut être aussi une gestion externalisée. Là, c'est plus intéressant parce que je vais pouvoir anticiper, je vais pouvoir défiscaliser, ce qui n'est pas forcément neutre dans la période actuelle. Dans une autre présentation, j'avais indiqué que c'était un remède contre la taxonomie ambiante. Donc, il y a véritablement aussi un point de se poser la question. Aujourd'hui, on se pose la question de taxer encore plus les résultats des entreprises. Donc, on va y venir, mais ça peut être pas mal de solutions. Par contre, sur ce marché, je vous l'indiquais, on est sur un marché qui est extrêmement concurrentiel. Si aujourd'hui on veut accompagner les entreprises, je pense que dans votre accompagnement de partenaires courtiers, c'est véritablement de conseils en protection sociale de vos clients. C'est d'être un peu à l'origine de l'apport, de leur en parler, parce que souvent, quand on répond à la demande, on va se retrouver en concurrence avec des banques qui ont d'autres moyens de pression, qui ne vont pas hésiter tarifairement à massacrer le tarif, et qui permettra peut-être pas à notre partenaire et à nous-mêmes de générer une rentabilité suffisante. Donc retenez bien quand même que c'est une obligation, c'est le point important. En parler de mon point de vue en premier et véritablement se dire, tiens, aujourd'hui, j'ai deux choix. J'ai ma gestion interne où je vais prendre régulièrement dans ma trésorerie, où je vais constituer une épargne peut-être, mais qui restera dans mon résultat au niveau de l'impôt sur les sociétés, dont les intérêts et plus-values seront taxés chaque année au titre des résultats financiers. Alors, l'indemnité versée, ce sera bien sûr une charge déductible. Mais finalement, il va falloir que je me crée ce stock. Et puis, il y a un point qu'on n'a pas indiqué là-dedans qui est quand même important, c'est que aujourd'hui, la situation d'une entreprise est peut-être très bonne. Demain, elle le sera peut-être moins. Elle peut se retrouver avec 10 départs d'un coup sur une PME. Ça peut être non neutre en termes d'impact sur la trésorerie et la situation de l'entreprise. Alors qu'elle aurait pu le faire dans le temps, comme on le voit sur le slide, en externalisé, en déduisant ça de l'IS, en bénéficiant également de produits financiers non taxés pendant la durée de vie du contrat, sans taxe d'assurance, puisque comme on est plus sur les questions d'IL, je n'ai pas de contribution à neuf, sans aussi, pour ceux qui ont l'habitude de la protection sociale, on est sur un produit qui ne concerne que l'entreprise. Donc, ça veut dire que je n'ai pas de formalisme de mise en place, je n'ai pas de DU, je n'ai pas tout ça. C'est véritablement là-dessus un produit sur lequel je vais pouvoir faire une mise en place rapide à partir du moment où, comme va vous le montrer tout à l'heure, l'ami sur l'outil digital, il va pouvoir faire son étude et après proposer les choses. Alors, c'est véritablement quelque chose qui va apporter comme on vous le disait, il y a de nombreux atouts. Je réponds à mon obligation légale. De toute façon, ça, je n'y échapperai pas, je vais devoir payer. Ça me permet d'anticiper mes coûts et d'améliorer ma gestion de trésor futur et de mes engagements dans le temps, à mon rythme, c'est-à-dire soit avec des versements réguliers, soit avec des versements périodiques, ce qui est quand même pas neutre. Bien évidemment, des primes déductibles, une réduction du passif, et ça, c'est pas neutre non plus, parce que moi, entrepreneur, votre client entrepreneur, demain, dans 5-10 ans, il a peut-être la question de la vente en tête. Eh bien, s'il a un passif social de 100 000 euros, ça veut dire que potentiellement, son prix de vente pourrait être minoré de 100 000 euros par l'acheteur, qui lui demandera une garantie de passif social sur les indemnités des 5 ou 10 prochaines années. Donc, il peut auto-valoriser son entreprise en faisant des versements directement sur le contrat et éviter qu'on lui dise « Ah bah tiens, il y a un passif, vous ne l'avez pas couvert, merci donc de minorer votre prix ou de m'apporter avec une autre de vos entités une garantie de passif social. » Et comme je vous le disais, bon, bien sûr, tout ce qui est produits financiers qui sont non soumis là-dessus. Donc, on voit qu'on a un outil qui est plutôt simple, je veux dire, dans l'esprit, qui répond quand même à une obligation légale, et sur lesquels on peut apporter véritablement un conseil qui est plutôt sympathique, qui sort un petit peu peut-être des discours habituels. Et puis, je dirais, pour ceux qui ont moins l'habitude et moins l'approche retraite ancrée dans leur comportement commercial, l'IFC, c'est une bonne première approche parce qu'on va avoir la démographie de l'entreprise. Évidemment, quand on va mettre en place cette démographie, elle pourra me servir aussi à détecter, tiens, mais il y a pas mal de retraites, et puis vous-même, vous partez dans 4-5 ans, tiens, est-ce que ce n'est pas le moment pour vous de faire, je ne sais pas, un régime 39, de mettre en place un PERO? Est-ce que vous êtes sûr? C'est une bonne introduction simple
sur ce type de produit pour parler globalement du métier de l'épargne retraite entreprise. Alors pour ça, bien sûr, on a une solution compétitive chez Gannereau Courtage qui s'appelle Galia IFC, alors qui est un produit qui va recevoir de la CAPI à ce niveau-là, avec différents modes de gestion. Une gestion qui, généralement, que vous allez faire votre étude, je pense que ça va vous être montré tout à l'heure, et bien, en fonction de la durée de consommation des fonds, on va vous proposer une allocation qui pourra être de défensif à offensif. On peut aussi faire du 100% euro. Alors là, par contre, ça dépend du temps qu'on a. Si vraiment on a tous mes départs dans 3 ans, dans ce cas-là, je pourrais être amené à faire du fonds en euros. Et puis, je peux aussi faire, bien évidemment, de la gestion libre pour accompagner mon client sur ces questions-là, que ce soit en euros ou de différentes manières. Ce qui est intéressant quand on est sur les profils, c'est que j'ai un lissage de l'investissement qui est, j'ai différents fonds, j'ai une vraie diversification, j'ai les rendements qui sont corrects, qui vont chercher, le but, c'est d'aller chercher le rendement qu'on pouvait trouver à une époque, c'est sur des fonds en euros, alors même s'ils remontent actuellement, mais de se retrouver aux alentours de 4 sur ce type de produit sans prendre de risque. Et puis, c'est la duration qui va nous permettre de placer dans la durée. Donc là, c'est véritablement intéressant. Et je vais avoir un lissage de l'investissement. J'ai un certain nombre de choses qui sont intégrées dans mon allocation qui vont m'éviter d'investir tout en une fois au mauvais moment, toujours dans l'esprit qu'on a chez Gannereau Courtage, d'accompagner le client et de le sécuriser sur son approche sur ces questions-là. Vous voyez là les différentes allocations. Je pense qu'après, la présentation sera mise à votre disposition à l'issue du webinaire sur lequel vous retrouvez les différents éléments. Alors, on vous a indiqué, je ne vais pas les détailler, en plus, ma vue défaillante de pas encore, mais peut-être un jour bénéficiaire d'IFC, les différents fonds. Il y a 50 fonds de placement pour ceux qui souhaitent bâtir des allocations. Si à un moment, d'ailleurs, sur des questions, des dossiers plus importants, ça peut avoir des questions, on a une unité de solutions financières, comme on a en épargne retraite, qui peut vous bâtir une allocation spécifique pour un client qui dira « Attendez, mais moi, mon passif, c'est ceci. » Voilà. On peut réfléchir aussi, on le précise, là, ce n'est pas forcément le thème d'aujourd'hui, mais on peut réfléchir aussi sur des approches sur mesure. On en a déjà fait pour des partenaires. Donc là, on est véritablement là-dessus à l'écoute du marché quand il y a des dossiers là-dessus. Comme je le disais, pour accompagner cette gestion financière qui est un peu plus dynamique que l'euro qu'on a pu connaître pendant des années sur ce type de produit, eh bien, on va proposer un certain nombre d'options de gestion qui vont être en gestion libre. Certaines vont être intégrées dans les allocations. Bien évidemment, la sécurisation des plus-values, pour ceux qui souhaitent, avec un pas à partir de 5% et puis on modifie. Un lissage de l'investissement, parce que ça, c'est extrêmement important. On a pas mal de clients qui vont verser une prime unique une fois de temps en temps, de manière plutôt importante. Ça va nous permettre d'éviter de l'investir en une fois dans une situation un petit peu plus compliquée. Et une limitation des moins-values relatives, là aussi, pour se couvrir. Alors après, avec toujours, moi, je vais toujours vous mettre un petit bémol, et je vais vous donner mon avis, c'est que tout ce qui est sécurisation, ça peut être pas mal, limitation. Bon, à un moment, souvent, on a tendance à dire que quand on fait ce type d'opération, il faut bien penser à réinvestir, sinon on peut rater les 5 premiers jours, on peut rater les 5 meilleurs jours de reprise après une baisse importante. Toujours à avoir en tête, mais c'est un moyen de sécuriser le client et de l'accompagner s'il a ce type de questions là-dessus. Alors, on vous a détaillé l'option lissage des investissements. Parce qu'elle est quand même pas neutre aussi là-dessus. C'est la plus importante pour nous. Elle va servir pour vos transferts, pour vos versements exceptionnels. Et c'est tout simple. Vous versez 50 000 euros, et on va mettre 2 200 euros par mois pendant 24 mois pour éviter d'investir en une fois et ainsi bénéficier aussi de l'option de versement régulier. Alors, je prends l'exemple d'une prime unique, sachant que bien sûr, il n'y a pas de besoin, mais on peut aussi alimenter ces contrats avec de la prime périodique, c'est extrêmement important. Et puis, on peut régulièrement changer les deux données, puisque bien évidemment, comme vont vous le présenter après avec l'outil et la souscription en ligne, qui est la suite des études qu'on pouvait déjà faire en ligne, eh bien, vous allez pouvoir aussi avoir une idée du plan de financement
et l'aborder de différentes manières, le tout avec souplesse. Nous, aujourd'hui, on n'impose rien de particulier sur ces questions-là. Bien, justement, ta transition est toute parfaite, Philippe, parce que je vais laisser la main à Ibrahim, notre expert, pour vous finalement vous partager directement les étapes de la souscription 100% digitalisée. Donc, Ibrahim, je te donne la main en tant que présentateur. Voilà. N'oubliez pas que vous avez toujours la possibilité de nous poser des questions au gré de la présentation. Pour ceux qui n'étaient pas forcément là au début, lorsqu'on a introduit un petit peu ce webinaire, vous avez la possibilité. Deux experts sont avec vous, donc on pourra les traiter à la fin de cette présentation. Bonjour à tous, merci Julie, merci Philippe pour toutes ces précisions. Je prends la main pour la souscription du produit IFC digitalisé sur l'outil de tarification collectif standard. Là, lorsque j'arrive sur l'outil, c'est un peu comme ça, le premier écran, l'écran de contexte. J'appuie sur retraite, je sélectionne IFC, cadre, non-cadre ou ensemble personnel. On va suivre l'exemple d'un contrat cadre. J'appuie sur étape suivante. Juste après, à cet écran-là, on est amené à ajouter la liste des salariés, soit en important un fichier Excel, soit en ajoutant manuellement. J'avance. Deuxième écran de tarification, information sur l'étude. On est amené aussi à choisir entre affaires nouvelles ou actualisation. On est plus concerné par affaires nouvelles parce que c'est ce qui présente le parcours 100% digitalisé. Sinon, pour l'actualisation, le parcours s'arrête à l'écran édition. Mais vous pouvez quand même faire une actualisation, je vais le préciser, pour vos contrats en portefeuille, bien évidemment. Bien sûr. Choisis une date d'effet. Un type de transfert, on peut choisir entre pas de transfert, transfert interne ou transfert externe. Dans le cas d'un transfert interne, on a aussi la possibilité d'ajouter le numéro de contrat, mais ce n'est pas obligatoire. On peut l'ajouter si connu, bien sûr, comme c'est bien précisé là. Sauf que Je me permets, tant qu'on est aux écrans, parce que c'est vrai qu'on a quelques questions. Donc, la première question, c'est la semaine dernière, c'était impossible de faire un projet IFC. Est-ce que le problème a été résolu? Une personne, un courtier, nous alerte sur cette problématique. Et une deuxième. Oui, vas-y. Comme tu sais, Julie, je suis plus sur le TCS ni sur la retraite. Du coup, je t'invite à poser cette question à Florence, peut-être, ou à Abdou à son retour. Je suis On désolé. va se renseigner, on va vérifier le point pour cette J'ai vraiment problématique. pas l'info. On peut peut-être s'attarder sur une autre question sur l'actualisation. Est-ce qu'il s'agit de, enfin, c'est pour les contrats en portefeuille ou autre, c'est ça, un courtier nous demande une confirmation. Alors, moi, je peux répondre là-dessus. Généralement, l'actualisation, c'est vrai que sur l'outil, le but de l'outil est aussi pour gagner au courtage, bien évidemment, de faire du développement. Donc, on peut faire tout type d'actualisation. Le but étant, bien sûr, de déboucher sur le plus possible sur une souscription. Bien sûr, l'outil est à la main de tous nos partenaires, mais c'est vrai que c'est encore, on l'utilise principalement souvent sur des contrats qu'on a déjà chez nous en portefeuille. Et on a une question complémentaire, mais qui était plutôt à l'étape précédente. Donc, quelqu'un nous demande s'il y a un fichier Excel normé pour l'importation de la liste des salariés. Il me semble que oui. Ah oui, je reviens pour vous montrer. Lorsque j'appuie sur importer une liste de salariés, j'ai juste là télécharger le modèle.
Voilà. Et sur ce modèle-là, je peux me baser pour ajouter mes salariés et pour que le fichier que j'ajoute soit conforme. Merci. On vous conseille d'utiliser plutôt ce fichier, ça évitera tous les problèmes de correspondance qu'on peut avoir quand, voilà, quand des fois on arrive avec son fichier à soi sur ce type d'éléments. Effectivement. Du coup, pour continuer, je disais que pour les types de transfert, on a type interne et externe. En interne et externe, on est amené à ajouter un montant d'épargne constitué obligatoirement. Faire par exemple 2000 euros. Les extensions des charges sociales, on peut les décocher ou cocher comme on veut. Alors, on l'a pas évoqué, bien sûr, hein, l'avantage du contrat, c'est de pouvoir aussi provisionner les charges sociales liées au contrat, ce que je ne peux pas faire quand je fais un provisionnement interne. Donc ça, c'est hyper important. Généralement, nous, on vous conseille de cocher oui, hein, même pour la souscription, parce que ça vous permet d'avoir un cas de sortie complémentaire. Voilà, je me permets, excuse-moi, de préciser ce point. Non, il n'y a pas de souci. Et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le toggle là, il est coché à oui par défaut. Par défaut, ouais. Taux d'actualisation, il est par défaut grisé à 3,2%. On a ici les informations des hypothèses par collège. Est-ce qu'il y Que a vous d'autres pouvez questions? modifier, hein, contrairement au taux d'actu qui lui est quand même réglementaire, hein, actuellement. Donc on peut le modifier sur certaines études sur mesure, mais on va généralement rester sur ce taux-là. Et par contre, toutes les autres hypothèses, progression des salaires, charges, turnover, vous avez des hypothèses par défaut, mais vous pouvez toutes les modifier avec des différents menus. Julie, est-ce que tu as des questions par rapport à cet écran ou je peux avancer? Alors, j'ai quelqu'un qui vient juste de nous poser une question sur le taux d'actualisation. La personne souhaiterait savoir de quoi il s'agit. Alors, C'est juste là. là, c'est plus sur la partie technique, je vais me permettre. Taux d'actu. D'ailleurs, il doit y avoir un petit, j'imagine, un petit Ibrahim, onglet qui l'explique. Là, je vois que tu l'as éclairé. Alors, là-dessus, le taux d'actualisation, c'est ce qui permet de rester, de tenir compte de l'inflation future et des valeurs. Donc, aujourd'hui, par exemple, si on considère que les taux de rendement futur vont être à 3,2, ben, on a besoin de mettre moins sur son IFC aujourd'hui que dans l'avenir, ce qui diminue mon passif social, ce qui est plutôt une bonne nouvelle à aujourd'hui, alors qu'il y a quelques années, j'avais des taux à 0%, et ben, résultat, il fallait que je charge si j'avais 1000 d'IFC à payer dans 10 ans, il fallait que je pouvais mettre jusqu'à 1000 en termes de passif social. Ça va venir modifier, non pas modifier le montant à payer aux salariés, mais modifier le passif social de l'entreprise. Donc, c'est extrêmement important puisque c'est du réglementaire, donc ça va avoir un impact non neutre. Hein. Je crois qu'un point de taux d'actualisation en plus ou en moins, c'est pour ça qu'on le met en dur, hein, pour rester bien dans le cadre réglementaire, ça peut changer votre passif de 15 à 20%. Donc, c'est quand même tout de même pas neutre. Je n'ai pas d'autres questions. Merci Philippe pour la précision. Et j'avance du coup. Vers le troisième et le dernier écran de tarification, ou ce qu'on appelle le sous-écran d'investissement financier. Là, dans un premier temps, on a les frais sur versement, les frais sur encours en euros, les frais sur encours en UC. On peut bien sûr les modifier. Déjà, je précise que les frais sur versement, c'est bien ça. C'est la somme entre les frais compagnie et la commission courtier. Et pour Donc, oui, on laisse modifier, nos partenaires choisir leur commission. Alors, je précise juste pour faire du teasing qu'il y aura un aménagement, c'est que les frais sur versement au niveau incompressible compagnie vont être amenés à 0 en 2026. Donc, ça va aussi à un moment s'appliquer sur le TCS pour modification.
Mais c'est vrai que là, vous choisissez votre chargement pour faire votre proposition commerciale à votre client. C'est ça exactement. Et si je modifie la commission courtier, vous allez voir que les frais sur versement changent aussi. C'est ce qu'on appelle aussi une dérogation. Ici, on a les informations dans le tableau d'échéance sur les investissements financiers, notamment les indemnités probables, les engagements en fin d'année, etc. On informe Alors, aussi sur la juste une petite duration. explication, parce qu'elle pourrait venir. L'indemnité probable, hein, c'est l'indemnité que j'aurais sans doute à verser. Par contre, comme cette indemnité, elle tient compte de mon ancienneté future, il faut que mon salarié reste, il peut décéder, etc. Mon engagement financier à aujourd'hui est toujours inférieur, puisqu'il tient compte de tous ces paramètres, et c'est ce qui va faire la différence entre les deux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, j'ai le droit de provisionner le chiffre qui est en engagement de fin d'année. Par contre, j'aurais sans doute à payer, si je prends le premier exemple, 54 000 €, alors qu'aujourd'hui, je ne peux pas en provisionner la totalité. Donc ça, il faut l'avoir en tête. Vous avez deux chiffres différents, parce que souvent, on nous demande l'explication. Je me permets de l'anticiper avant. Ok, on informe aussi sur la duration, le choix du fonds en euros ou pas ma gagne vie. On a aussi dans la marge à droite de l'écran le montant du passif social, qui est une information assez importante à afficher sur les parcours du produit IFC. On va découvrir après à l'écran souscription pourquoi c'est assez important d'afficher l'information. On a ici aussi quelques exemples de financement. Par exemple, si on ouvre le tableau de versement initial, on a une sorte de simulation qui informe l'utilisateur de à quoi ça va ressembler s'il choisit le versement initial. Même chose pour le versement lycée ou périodique. Juste après, on a le mode gestion où on peut choisir entre le mode gestion libre ou préconisé. Dans le mode gestion préconisé, on a 3 choix d'allocation, défensif, modéré ou offensif. C'est par défaut modéré, mais on peut modifier comme vous pouvez voir. Juste en bas, ce qui va avec ce mode gestion préconisé, la durée de lissage qui est par défaut sur 24 mois. L'utilisateur a tout de même la possibilité de choisir de ne pas faire du lissage, bien sûr en sélectionnant cette option. On a aussi l'option de sécurisation des plus-values qui est inclus dans l'offre en choisissant ce mode De gestion. de gestion. Le seuil SPV aussi par défaut sur 5%, mais il est modifiable, comme vous pouvez voir. L'option limitation des moins-values, elle n'est pas incluse dans l'offre, mais on peut la cocher et l'inclure si on le désire. Et juste en bas de l'écran, le choix des supports cibles entre fonds monétaires et fonds en euros. Voilà, puisqu'on a décidé, comme avec les augmentations, la reprise des taux en monétaire, de donner cette possibilité. Historiquement, on faisait tout sur le fonds en euros. Maintenant, le fonds monétaire peut être bien évidemment être une option intéressante aussi pour vos clients. Oui. Et si par exemple je modifie le mode gestion et je choisis le mode gestion libre, je serai amené bien sûr à entrer mes pourcentages ou répartir mes pourcentages sur les fonds que je veux, bien sûr en essayant d'atteindre 100%, bien sûr. Comme vous pouvez voir aussi, la durée de lissage, elle est par défaut sur pas de lissage. Dans le mode gestion libre, le lissage n'est pas inclus par défaut, mais vous pouvez inclure si vous voulez 6 mois, 12 mois, 18 mois ou 24 mois. L'option SPV, elle est incluse dans ce mode gestion.
L'option SLR ou limitation des moins-values, pareil pour le mode de gestion préconisé, ce n'est pas inclus, mais on peut l'ajouter si on veut. J'essaie d'avancer. S'il n'y a pas de questions, bien sûr, par rapport à cet écran. Au niveau global sur l'IFC, est-ce qu'il est positionné dans le même protocole que les PER? Alors, a priori, non. Philippe, je sais. Si. Pardon. Alors, reprends ta question si tu peux. J'ai pas. C'est dans le même protocole de surco que les PER. Oui, si. Il y a que le L13711-2 qui n'est pas dans le même protocole. Logiquement, l'indemnité de fin de carrière est dans le protocole standard, qui est important, avec des règles par contre qui sont différentes, puisque, et d'ailleurs qui vont être améliorées, mais on va vous en parler, voilà, on vous fera un teasing et vous vous rapprocherez de vos inspecteurs pour 2026. Mais c'est bien évidemment intégré au protocole. Bien évidemment, on n'est pas du tout dans la même logique que sur un contrat de retraite où on sait qu'on va avoir 20 ans d'épargne, etc. Donc, la rémunération n'est pas celle d'un PER, mais il y a un très bel accompagnement financier qu'on a même souhaité améliorer sur les primes périodiques et les UC pour l'année prochaine. Donc, rapprochez-vous des inspecteurs. Normalement, à part un protocole spécifique qui n'en parlerait pas, mais lui, il est intégré l'IFC dans le protocole. Merci. Et dernière question sur la sécurisation des plus-values, elle se fait en unité de compte ou en euros? C'est en pourcentage. C'est ce qu'expliquait Ibrahim. Oui, pour y revenir. Je vais choisir soit mon monétaire, soit mon euro. Voilà, il y a deux options. Il y a deux options. Par contre, si je veux réinvestir en UC après, c'est une démarche d'arbitrage que devra mener le client, sous votre conseil souvent, après, s'il souhaite revenir totalement en UC. Ok, j'avance vers l'écran suivant ou l'écran édition. Ici, on peut choisir entre la version détaillée ou la version essentielle des documents qu'on va pouvoir visualiser ou télécharger juste après, à l'écran suivant. Et on est amené aussi à entrer des informations, notamment sur l'interlocuteur et le conseiller commercial. J'avance. En attendant que ça charge, on nous demande si la prise en compte des charges sociales a un coût. Ah bah, alors, nous, assureurs, bien évidemment, il n'y a pas de facturation, mais ce qui est évident, c'est que si l'entreprise a un passif de 40 000 sans les charges et qu'on y ajoute 50 de charges sociales, les primes à verser peuvent aller jusqu'à 60 000. Donc, ça a forcément un coût. Je rappelle aussi qu'un contrat IFC, c'est véritablement un contrat de capitalisation. Donc, l'assureur n'est engagé qu'à hauteur des sommes qui sont versées par le client. C'est-à-dire que nous, on va rembourser des prestations d'indemnité de fin de carrière à la demande de l'entreprise chaque fois qu'elle en paiera une. Mais quand il n'y a plus de fonds sur le contrat, il n'y a plus de fonds. Ce n'est pas un contrat d'assurance, c'est un contrat de capitalisation. Et donc, nous, assureurs, on ne va pas prendre de marge sur le fait de prendre des charges, mais ça va augmenter, ça va avoir un effet mécanique d'augmenter les montants à verser sur le contrat, puisque je vais rajouter quasiment entre 45 et 50%, puisque c'est les charges patronales. Merci Philippe. Ok, merci Philippe. En avançant vers l'écran document, on peut voir les documents, notamment le projet, la proposition de souscription et les supports de la gestion. Si on appuie sur le ici, on peut visualiser le projet, comme vous pouvez voir. Et si on appuie là, on peut visualiser la proposition de souscription qui est à cette étape pré-remplie.
Par les informations qu'on vient d'alimenter ou de renseigner sur le TCS, il y aura des informations à remplir après. Du coup, la proposition de souscription ne sera complète qu'après la souscription. Si on veut télécharger, on appuie sur les coches là et on appuie ici sur télécharger la sélection. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à cet écran ou je peux avancer? Un peu plus global, on nous demande si on fait l'option IL. On a déjà répondu, on n'a pas les agréments pour faire de l'IL, donc on ne fait pas puisqu'il faut un agrément de dommage que n'a pas Groupama Genvi, d'IRD, qui a un agrément branche 16, sans dire de bêtises. Donc on n'a pas, voilà. Donc aujourd'hui, on fait de l'indemnité de fin de carrière pure, et ce qui, comme je l'indiquais, représente quand même 90% des cas qu'on rembourse actuellement, alors qu'on a fait de l'IFC-IL, mais aujourd'hui, les cas de sortie IL sont moins nombreux. Donc, rien que sur la fin de carrière, il y a 800 000 départs par an, on a déjà de quoi faire, sans même parler d'indemnité de licenciement. Merci. On peut continuer. Ok. J'appuie sur étape suivante pour avancer vers l'écran souscription. Premier écran de souscription ou ce qu'on appelle le sous-écran de cotisation. L'utilisateur est amené à choisir entre 3 modes de financement. Comme vous pouvez voir, versement initial uniquement ou versement périodique uniquement ou même les deux. Choisir de faire les deux. Nous, dans cet exemple-là, on va essayer de faire les deux. Comme je disais tout à l'heure, le montant du passif social il est important parce qu'à cette étape-là, on ne doit pas le surpasser. C'est-à-dire l'addition ou la somme entre les versements initiaux, les versements périodiques et l'épargne constituée déjà renseignée à l'écran tarification ne doit pas dépasser le montant du passif social. On Parce a que bien sûr, le passif aussi social, c'est le montant maximum que je vais pouvoir déduire de mon IS. Si je verse au-delà, ça poserait d'autres problèmes. Donc, il est évident que voilà, tout a été, comme c'est de la souscription en ligne, et même d'ailleurs sur les souscriptions classiques, on est toujours vigilant à rester dans ce cadre-là pour éviter un défaut de conseil auprès du client. oui. J'ai ici un montant qui est calculé par le moteur de calcul et qui m'est proposé comme suggestion pour ne pas dépasser le passif social. Si par exemple j'essaie de le dépasser, j'ai ici le message d'erreur qui m'avertit en me disant que le montant des versements est supérieur au passif social. Et comme ça, l'utilisateur peut régler le montant du versement d'une telle façon que ce soit dans les normes et inférieur au passif social. Je suis aussi amené à choisir entre 2 modes de règlement en ce qui concerne le versement initial, notamment le règlement par prélèvement ou par virement, si on veut. En ce qui concerne le versement périodique, c'est automatiquement par prélèvement. Ici, on doit entrer nos coordonnées bancaires. Titulaire du compte, l'IBAN. Je vais essayer de trouver un IBAN fake juste pour. Ibrahim, justement, cette partie coordonnées bancaires, j'ai une question d'un courtier qui nous demande si on a une liste des CC avec les obligations qui y sont liées. Alors, on ne l'a pas prévu là. Alors, on n'a pas fait la totale, toutes les obligations, toutes les CCN. Par contre, le truc que je pourrais passer à Julie, on ne l'avait pas fait là. On pourra vous passer puisque c'est une très bonne question,
Et ceux qui souhaitent avoir une démarche commerciale là-dessus, elle est quand même pas neutre. Moi, j'avais fait, on dispose là, avec l'ADT, on avait fait une liste des tops de ceux qui ont les plus gros droits IFC par convention collective. Donc ça, c'est quelque chose qu'on adjoindra peut-être à la présentation là-dessus, ou qu'on mettra en disponible. Mais on a quelque chose comme ça, et ça, c'est vrai que ça permet de dire, tiens, tous les secteurs ont l'obligation, mais j'ai quelques secteurs où là, véritablement, c'est loin d'être neutre. Donc, ouais, c'est quelque chose qu'on peut transmettre à ce niveau-là. Sur ces questions. Après, hein, même s'il n'y a pas de CCN, n'oubliez pas un corps interprofessionnel, donc tout le monde a une obligation, même si elle est bien moindre dans ce cas-là que sur une CCN négociée. Et quelqu'un souhaite s'assurer qu'il n'y a pas de gestion BSN entrée ou sortie du personnel. Non, parce que le truc important, c'est que nous, on fait une étude. On n'est pas du tout sur la DSN habituelle qu'on peut avoir en retraite, en prévoyance, en santé. En santé, principalement, d'ailleurs. Nous, on a un contrat collectif dans lequel, de capitalisation, qui va être au nom de l'entreprise X, qui a le droit d'être utilisé pour verser des indemnités de fin de carrière de l'entreprise X, des salariés de l'entreprise X. On conseille, alors tous les ans pour les très grosses entreprises, mais sinon en général tous les 2-3 ans, on conseille de faire une actualisation du passif pour voir où on en est. Et après, de toute façon, au moment du départ en retraite d'un salarié, c'est l'entreprise qui contacte nos services de gestion, alors soit par son espace entreprise, soit directement, qui va lui fournir une demande d'indemnité de fin de carrière avec une copie de la fiche de paye du mois de départ du salarié, et on va rembourser l'entreprise. Donc, il n'y a pas du tout de question de DSN sur ces questions-là. On ne gère pas l'entrée-sortie sur ce point-là. Merci Philippe. Merci Philippe. S'il n'y a pas d'autres questions, Julie, j'avance vers l'écran suivant. Si tu as mis ton IBAN, on peut y aller. C'est ça. Deuxième écran de souscription ou sous-écran données clients. Ici, on a les informations de l'entreprise, le SIRET, la forme juridique, le code NAF. Là, ces informations sont pré-remplies parce que c'est une GRC que j'avais déjà utilisée. Mais bien sûr, l'utilisateur sera ramené à renseigner ces champs qui sont obligatoires. Les informations du représentant légal aussi, ou ce qu'on appelle le RLI. Alors là, non, ça va être le signataire du contrat, puisque je vois qu'on a mis une deuxième case pour l'utilisateur de l'espace entreprise, qui ne sera pas forcément le même. Le signataire qui va souvent être le dirigeant. Hein, alors qu'on peut, suivant la taille des entreprises, ça peut être le dirigeant qui signe et le RH qui va se connecter sur le site pour faire des demandes d'indemnité ou ce genre de choses. Donc on a les deux possibilités. On peut mettre plusieurs personnes à ce niveau-là. Yes, merci Philippe pour cette précision. Et on peut cocher là pour dire que les coordonnées sont identiques à celles du représentant légal ou pas. Sinon, on met les informations du représentant légal juste là. Tout en bas, on a l'adresse de l'entreprise qu'on doit renseigner aussi, bien sûr. Appuie sur confirmer. Et c'est tout pour cet écran. Je ne sais pas s'il y a des questions. Non, tu peux poursuivre, Ibrahim. Ok, j'appuie sur la table suivante. Je finalise mon projet. J'avance vers l'écran contrat. Premier sous-écran. On est amené à
joindre les pièces justificatives, notamment le RIB de cotisation. La pièce d'identité, on peut choisir entre la copie de carte nationale ou la copie de passeport et le CABIS. Je vais essayer de joindre des fichiers fake pour faire le test. En attendant que tu charges ces fameux documents, quelqu'un nous demande si nous pouvons avoir un exemple chiffré d'une entreprise équipée en IFC versus un contrat, sans contrat quelconque. Donc, Philippe, je me permets de répondre. On pourra effectivement peut-être envisager, communiquer dans un second temps ce Alors, type d'équipe. moi, je peux vous donner une tendance, grosso modo. Alors, pour une entreprise qui aurait, par exemple, 50 000 de passifs, qui mettrait 50 000 une année, elle décide de les mettre dans sa trésor ou elle décide de les mettre ailleurs. Ou de les mettre sur un contrat indemnité de fin de carrière. Si on s'amuse à dérouler le modèle sur 7 ans, d'un côté, je vais subir mes impôts sur les sociétés, de l'autre, non. Au bout de 7 ans, grosso modo, j'ai 50% de fonds disponibles en plus sur ma gestion externalisée que le fait de l'avoir gardé dans l'entreprise. Donc, c'est véritablement pas neutre, hein, on pourra vous le transmettre. Et quand on fait des études et tout, ça, c'est un élément qu'on peut transmettre également. Quand on fait une étude, c'est vraiment important d'avoir ces chiffres en tête. C'est que comme je vais viser toutes les taxes financières, tout l'IS, que je vais aussi pas prendre ces sommes pour faire autre chose, parce que quand elles sont en provision interne, elles sont dans la trésor, ben, j'ai véritablement un montant destiné à couvrir ce passif qui n'est pas neutre. Merci Philippe. Et après d'avoir justificatif, je pense. Ouais, après d'avoir ajouté les pièces justificatives, on avance vers l'écran suivant ou le sous-écran suivant, signature. On est amené à renseigner le mail du client, le téléphone aussi, et appuyer sur le bouton créer l'espace signature électronique afin de Comme sur pouvoir. nos autres produits, Ibrahim. Ça marche Ouais, de la même exactement. façon sur tous nos Comme produits. le Perro, le Perrin, exactement. Et si je peux choisir entre signer le contrat maintenant ou envoyer le lien de signature au client, bien sûr sur la boîte mail que je viens d'en renseigner juste là. Ce qui va vous permettre soit de le signer en face à face avec votre client, chez lui, soit éventuellement à distance en lui envoyant un lien ou un petit peu, voilà. Ça va vous donner de la souplesse. C'est vrai que c'était quasiment le dernier. Alors, je ne parlerai pas de l'article 39, mais qui est trop spécifique pour être mis en souscription en ligne. C'était le produit qui n'avait pas été embarqué dans la souscription et on remercie nos amis là-dessus du digital d'avoir développé ça, puisque c'est vrai que c'était une demande depuis longtemps pour faire plus facilement des affaires, de la prime périodique, qui vont rentrer dans les incompressibles, etc., et sur lesquels on va pouvoir accompagner nos partenaires. Yes. Petite question, est-ce que vous voyez l'onglet qui s'est ouvert? Signature L'onglet client, ouais. Le pop-up. de signature de vos documents. Ouais, on le voit. Ok. Très bien. Du coup, là, je suis redirigé vers le parcours de signature. On voit bien qu'on a un parcours de signature dédié au produit IFC qui s'appelle dans ce contexte de gamme courtage Galia IFC cadre. Je procède à la signature, j'appuie sur continuer et j'ai les documents que je peux bien sûr lire. C'est pas que je peux lire, mais je dois les lire en vrai parce que je peux pas C'est avancer mieux. si ouais, parce que aussi je peux pas avancer si je passe pas sur toutes les pages. Alors, je crois qu'on ne voit pas forcément l'écran, parce que nous, on est arrêté à TCS. La signature client continuée, c'est vrai qu'on ne voit pas au-delà. Ouais. Et Ah, si bien, alors, je ne sais pas si on a la possibilité de le voir dans ce cadre de ce webinaire, mais auquel cas, nous avons un parcours de souscription, un guide pas à pas,
qui met en avant justement les différents écrans de ces étapes donc, dans lesquels vous pouvez vous plonger. Je laisse potentiellement Ibrahim l'opportunité de vous partager l'écran en direct, mais si besoin, il restera disponible dans notre guide. Allez. L'idée générale, voilà, bien évidemment, de cette présentation, c'était de vous présenter cette souscription en ligne, parce que bon, l'indemnité de fin de carrière, faire un rappel sur l'IFC. S'il y a des questions, n'hésitez pas, je dirais, à vous rapprocher. Voilà, on va revenir sur la signature des documents, mais n'hésitez pas, bien sûr, il y a les guides pas à pas, il y a toute l'équipe que j'ai la chance d'accompagner avec Arnaud de Vazière, d'inspecteurs spécialisés retraite et de technicaux qui peuvent vous accompagner aussi sur vos premières souscriptions, venir vous faire des démonstrations quand il y a voilà, ou les faire à distance. N'hésitez pas à vous rapprocher. Et puis, voilà, de façon à pouvoir maîtriser l'outil pour vous accompagner sur cette période de fin d'année où, logiquement, on va pouvoir en faire. C'est vrai que là, maintenant, on voit les conventions. Je rends la parole à Ibrahim. Merci Philippe. Là, je pense que vous pouvez voir le parcours de Ouais, là, on le signature. voit. Mm. Ouais, ok. Bah, comme je disais, je dois parcourir toutes les pages. Ici, on commence par le document convention de preuve. Le client peut le lire, le visualiser euh, euh, et appuyer ensuite sur le document suivant. Le document suivant, c'est les conditions particulières où le client peut bien sûr retrouver toutes les informations liées à son contrat et les informations qu'il vient de renseigner sur le parcours TCS. Particulièrement catégorie, Bah, frais et gestion financière. voilà. Yes. Par exemple, le versement initial qui était à 12 000 euros, les versements périodiques qui étaient à 2 000 euros, mais annuellement c'est 8 000 euros, le mode de gestion qui était choisi à libre, et ainsi de suite. J'avance sur le document suivant. La proposition de souscription qui est cette fois complète est remplie par les informations qui étaient aussi renseignées pendant le parcours. On voit bien les frais sur versement, la date d'effet, versement de souscription, les versements périodiques, les modes de versement aussi pour le versement initial et les versements périodiques, virement ou prélèvement, les informations du RLI aussi, la répartition que j'avais choisie pour les fonds. Et aussi, on a les limitations des moins-values et les sécurisations des plus-values qui sont cochées. Et on a aussi ici le champ qui n'est pas rempli d'ailleurs parce qu'on n'avait pas choisi la limitation des moins-values. Mais si on l'avait choisi, on aurait ici cette case qui est cochée. Et 5%, c'est par défaut, mais si on avait modifié, par exemple, on aurait un autre montant ou un autre pourcentage qui est renseigné juste là. J'avance vers le document suivant. Le mandat de prélèvement, parce que l'utilisateur a choisi comme mode de paiement le prélèvement. Et du coup, on retrouve ici le mandat de prélèvement. Je continue. Je zoome un peu pour que ça soit un peu plus clair. Ici, le client coche « Je reconnais avoir pris connaissance et j'accepte la convention de preuve électronique ». J'accepte. J'ai un récapitulatif des documents que je viens ou je suis en train de signer. J'accepte. J'avance. Et ici, j'ai un code de sécurité qui m'est envoyé par SMS. Ici, dans les environnements de test, on peut mettre que des zéros, mais ce n'est pas le cas en prod. Là, j'ai fini mon parcours de signature. Dès que c'est fini, je peux revenir au parcours TCS. Je fais actualiser, par exemple.
Et là, j'ai le récapitulatif, le numéro de contrat, la référence ITAC et le statut du contrat qui est souscrit. Je ne sais pas s'il y a des questions, mais Non, écoute, pas de questions complémentaires. Merci Brahim pour cette présentation. Pour ces quelques minutes qui nous restent, je vais repartager l'écran et laisser la parole à Philippe, puis je conclurai On va essayer d'accélérer. Comme je disais, hein, n'hésitez pas. Merci Ibrahim là-dessus parce que voilà, c'est vrai que c'est toujours l'outil, c'est toujours plus marrant en le manipulant, mais de nous avoir montré qu'on reste sur une présentation qui est dans la logique de ce que vous faisiez sur vos études, qui est simple, qui est souple, qui va vous permettre d'être plus réactif aussi là-dessus vis-à-vis du client. On va vous parler rapidement des frais parce que, comme je vous disais, ça, je vais faire un peu de teasing, mais je vous laisserai vous rapprocher de vos inspecteurs. On a vu qu'on faisait apparaître 0,5, mais notre incompressible va passer à 0 là-dessus sur les primes. Et donc, normalement, c'est 2026, mais là, on a échangé un peu. On va le faire pour les affaires nouvelles là-dessus. Il y a tous les frais liés au tout ce qui est garantie financière qui est là-dessus, qui est avec un montant qui sont soit gratuits, soit anecdotiques aux alentours de 2 euros. Quand je suis sur mes frais max de gestion, j'ai 0,65 sur l'euro, max 0,96 sur l'UC, et les frais de transfert collectif de 1% des sommes, et gratuits conformément à la réglementation au-delà de 10 ans. Voilà. Je précise bien sûr que un contrat IFC, c'est transférable d'un assureur vers un autre, à vérifier quand même dans les conditions générales et particulières de nos confrères. La plupart des contrats du marché l'acceptent, mais certains le refusent. Donc, il faut quand même jeter un coup d'œil contrat par contrat quand vous voulez récupérer un contrat qui peut être un peu ancien, un peu en déshérence, et que le client souhaite réactiver sur un autre dossier avec vous. Au niveau des commissions, alors comme je vous disais, hein, ce qui évolue, c'est que on va être frais d'entrée égale prix, frais d'entrée égale com hein, là-dessus, puisque là-dessus, donc ça peut monter jusqu'à 4,5. Soyons honnêtes, hein, on a un limité de fin de carrière, on est quand même rarement maintenant aux alentours de 4,5 sur les prix. Le marché a quand même baissé, comme sur les autres marchés. Je vais avoir 0,10 d'encours sur l'euro et 0,46 sur les unités de compte. Donc, ce qui va permettre de compléter. Et à ça s'ajoutera, au titre de 2026, alors, il existe déjà dès 2025 une incitation qui représente à peu près 3% des primes plafonnées à 10 000 euros telle qu'elle est actuellement en 2025. Et sur les primes périodiques, à partir de 2026, on va donner un pourcentage beaucoup plus important sur la part en unité de compte. Donc ça, ce ne sera pas neutre parce qu'on faisait assez peu de primes périodiques. Historiquement, on faisait beaucoup de primes uniques. Donc pour vous accompagner au mieux, on va faire ça. Donc, je vous invite véritablement à vous rapprocher de vos inspecteurs, de vos technicaux là-dessus. On va communiquer aussi sur le protocole 2026, sur ce qu'on aménage là-dessus. Si vous avez des questions complémentaires, que ce soit bien sûr sur l'outil, sur les questions techniques, des besoins complémentaires de formation et aussi sur tout ce qui est rémunération sur ces points. Merci. Alors, j'ai mis à vous de jouer. Voilà, c'est véritablement le terme. On est en fin d'année. On n'entend parler que d'impôts complémentaires. C'est une obligation légale. Je pense que ça vaut le coup de s'intéresser au sujet. C'est véritablement la période où généralement on souscrit ce qu'on a un peu proposé le reste de l'année. Mais il y a des dossiers, des entreprises qui se rendent compte qu'elles vont avoir un bon résultat, qu'elles vont être fortement taxées. C'est le moment de les accompagner. Je ne l'ai pas indiqué. Hein. Une entreprise, c'est tout employeur de salariés. Ça peut être un médecin pour son assistante, jusqu'à bien sûr une ETI ou un grand groupe pour plusieurs centaines de salariés, vu que l'obligation est pour tout le monde. Voilà, moi de mon côté, j'ai terminé. Je vais laisser Julie vous parler rapidement de documentation commerciale parce qu'on est déjà un petit peu hors des clous au niveau délai. On s'en excuse. Voilà, et on vous dit à très bientôt là-dessus. Tout à fait. Merci Philippe et merci Ibrahim. Donc, pour compléter très rapidement, on ne va pas vous retenir plus longtemps, mais voilà, pour booster vos contrats IFC, on vous propose un kit de communication en complément du reste existant avec la présentation du produit ainsi que le guide pour la souscription. On a la plaquette standard du produit que vous pouvez distribuer à vos clients entreprises. Un flyer de reversement aussi pour inciter, justement, rappeler un petit peu
le potentiel de ce produit et inciter d'ores et déjà vos entreprises clientes à reverser sur leur contrat si elles en sont dotées ou vos futurs clients. Une vidéo qu'on vous a présentée en début de webinaire pour montrer un petit peu les avantages de façon assez synthétique en moins de 2 minutes d'un contrat IFC versus sans contrat IFC, et un modèle de mailing que vous pouvez envoyer directement pour inciter vos entreprises à reverser sur leur contrat ou se rapprocher de vous. Nous vous invitons à vous rapprocher de vos inspecteurs respectifs pour avoir tout ce kit de communication et vous renseigner sur les spécificités de ce fameux kit. Donc, je n'ai pas forcément d'autres questions complémentaires. Là, je regarde directement. Donc, je vous souhaite une bonne journée, un très bon appétit. Je remercie encore une fois nos intervenants du jour, nos experts du jour. Et merci à tous pour votre attention. On vous renverra le replay et les éléments qu'on a évoqués lors de cette présentation qui seront pour compléter cette présentation avec tout le kit, etc. Merci à tous. Et merci à vous. Bonne vente et à très bientôt. Voilà. À bientôt, voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir, bonne journée.